Bonjour et bienvenue au webinaire SSF. Je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent des communications et de mobilisation de connaissances à la Société. Il me fait plaisir d'être votre animateur aujourd'hui pour ce deuxième webinaire de la programmation automne 2018. Webinaires qui sont regroupés sous deux volets, la série développement professionnel et la série découverte. Tout d'abord, un petit survol de la SSF et des objectifs poursuivis par nos webinaires. Donc, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens-acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Les objectifs poursuivis par les webinaires sont au nombre de trois. Donc, premièrement, offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Deuxièmement, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et troisièmement, favoriser les interactions entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, on vous offre le webinaire dans la série Découverte, projet de plateforme de diffusion de la recherche sur les langues officielles au Canada, des données disponibles sur nos communautés. Et je suis en compagnie de Martin Durand, qui est gestionnaire de la recherche à la Direction générale des langues officielles, Direction politique et recherche à Patrimoine canadien. Avant de vous présenter notre conférencier invité, quelques mots sur ce webinaire. Donc, la Direction générale des langues officielles de Patrimoine canadien a récemment mis sur pied une plateforme de diffusion de la recherche sur les langues officielles. Cette plateforme permet aux Canadiens d'avoir accès à une variété de documents de recherche au moyen d'une interface interactive. Le but de cette initiative de diffusion des données est de faciliter la prise de décision éclairée au sujet des communautés de langues officielles en situation minoritaire, le tout à partir de données probantes. L'objectif de cette présentation, donc du webinaire, est de familiariser les utilisateurs à la navigation sur la plateforme ainsi que de faire un bref survol des différentes analyses disponibles sur celle-ci. Nous avons donc une belle opportunité pour la société et les réseaux de santé en français d'avoir un aperçu des données qui sont disponibles afin d'alimenter les portraits des communautés qui sont une des 6 activités du volet réseautage qui figure à notre programmation Parcours Santé 18-23, passé à l'accès. Notre conférencier invité, Martin Durand, est titulaire d'une maîtrise en géographie à l'Université Laval. Il a débuté sa carrière dans la fonction publique en 1997 pour Parc Canada. Martin a aussi travaillé au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et il a passé les 12 dernières années au ministère du Patrimoine canadien. Il est présentement gestionnaire de la recherche à la Direction générale des langues officielles. Avant de lui céder la parole, j'aimerais vous donner quelques indications sur notre plateforme webinaire. Donc, à votre arrivée, vos micros ont automatiquement été mis en sourdine. Donc, seuls nous, les présentateurs, avons micro et caméra allumés. Pour la période de questions qui devrait se faire à la fin de la présentation, donc pour les 15-20 dernières minutes, vous aurez 3 options qui se trouvent dans la barre de fonction de l'application Zoom pour échanger avec nous. Donc, première fonction, la boîte de conversation, donc communément appelée le chat. On a aussi une fonction questions-réponses et puis vous avez une option, une petite main. Donc, on peut lever la main. À ce moment-là, je vais activer votre micro et vous allez automatiquement basculer avec nous et puis vous pourrez poser votre question là, directement à Martin. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole et je lui souhaite une bonne présentation. Merci Jérémy. Bonjour à tous. J'ai vu sur la liste de participants qu'il y avait des gens qui étaient un peu partout à travers le pays et avec des profils différents. C'est vraiment très intéressant comme auditoire aujourd'hui. Donc, merci Jérémy pour avoir mis sur pied le webinaire, m'avoir invité. Je trouve la formule du webinaire très pratique. Ça permet effectivement de communiquer de l'information à un grand nombre de gens en même temps, puis en ayant aussi la possibilité d'avoir des gens un peu partout à travers le pays. Donc, je suis très heureux de pouvoir participer pour une première fois à un webinaire comme ça. Donc, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, bien, j'ai le mandat de vous partager l'information sur
nouveau projet de plateforme de diffusion. La plateforme de diffusion a déjà été lancée. C'est pas aujourd'hui qu'on en fait le lancement. Il y a déjà plusieurs mois que la plateforme roule. Et si parmi vous, il y en a déjà qui l'ont déjà consulté, je vous en remercie. On fait un suivi de notre progression de taux d'achalandage de notre plateforme. Puis ça va toujours en augmentant. Donc, on a toujours de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Donc, on est très content de ça. Toutefois, avant de regarder ensemble la plateforme, je voulais prendre quelques minutes pour vous présenter un court document sur les produits de recherche et l'équipe de recherche de la Direction générale des langues officielles à Patrimoine canadien. Et ce document-là, s'il n'est pas déjà disponible, pourra vous être partagé là, sans problème. On l'a partagé. Déjà, excellent, parfait. Donc, on va pouvoir rapidement parcourir le document ensemble. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec l'équipe de recherche puis les types de produits que l'on fait, disons que l'équipe de recherche a travaillé très activement depuis les 10 dernières années à essayer de monter un programme de recherche qui était dans une certaine mesure unique et novateur. On a la capacité, je dirais, l'expérience au fil des années de pouvoir creuser des questions qui s'intéressent aux communautés de langues officielles sur une base continue depuis les 10 dernières années. Donc, je sais que dans certains domaines, c'est difficile de maintenir des équipes, de maintenir le momentum, tout ça. Nous, on a la chance d'avoir quand même des personnes qui sont dédiées à la recherche depuis plus d'une dizaine d'années dans notre équipe. Donc, c'est très positif. Et puis, la direction générale a quand même joué un rôle important afin de soutenir la recherche, non pas seulement de produire, mais aussi de soutenir la recherche dans les dernières années. Dans les 10 dernières années, on est évidemment très près dans notre relation avec Statistique Canada. On est des grands utilisateurs des données du recensement et de d'autres grandes enquêtes de Statistique Canada. On a collaboré évidemment à la mise sur pied il y a déjà plus de 10 ans à l'Institut de recherche sur les minorités de langues officielles, l'Institut canadien à Moncton, et parallèlement au développement du regroupement au Québec sous l'égide de Questrun qui mobilise la recherche et produit la recherche pour la communauté anglophone du Québec. On a aussi une initiative conjointe avec le CRSH où pendant quelques années, on a eu la chance de financer beaucoup de recherches à travers le pays sur les communautés de langues officielles avec l'initiative conjointe. Peut-être certains d'entre vous, ça date quand même de quelques années, mais peut-être certains d'entre vous se rappellent de ce programme-là conjoint. Nous, on s'en rappelle parce qu'on a vu qu'avant la mise en place du projet et à la suite de la mise en place du projet, on était quand même capable de développer un certain momentum dans le niveau de la recherche, que ce soit en santé, que ce soit en développement économique et ainsi de suite, grâce un peu à la collaboration avec le CRSH. Souvent, dans les plus petites universités où on retrouve des chercheurs qui vont s'intéresser aux communautés de langues officielles, c'est plus difficile d'avoir les grandes subventions de recherche, des conseils de recherche. Donc, si on a pu faire une petite part, en tout cas, on pense que ça a eu un bon impact sur le développement des réseaux, puis des groupes de chercheurs. Nous-mêmes, on produit de la recherche dans la mesure où est-ce qu'on va voir certains des documents que l'on a produits dans les dernières années sur la plateforme. On a aussi financé différents sondages à travers les années qui nous éclairent un peu sur les priorités des communautés. On a aussi ceux et celles qui ont eu la chance de vivre à l'époque du papier imprimé. On a aussi une série de livres sous l'égide de la Nouvelle Perspective canadienne où on a publié différents ouvrages sur les données de recensement, sur l'autonomie culturelle, sur la vitalité au Québec. Donc, une série de livres finalement. Puis maintenant la plateforme. Donc, notre équipe travaille aussi en collaboration avec d'autres ministères. On peut penser que Santé est un partenaire, Ressources humaines est un partenaire, le secrétariat du Conseil du Trésor récemment avec la révision du règlement. Enfin, on a vu plusieurs partenaires. On est un peu un hub dans la mesure où est-ce que en s'occupant de la partie 7 au ministère du Patrimoine canadien, on est en contact avec toutes les institutions fédérales qui ont une obligation en termes de langue officielle. Alors, on a on fait partie de beaucoup de réseaux. Évidemment, les réseaux de la recherche, on collabore avec les CRML, Questrun au Québec, on collabore avec la TAM interniveau en éducation au Québec,
je vais le dire en anglais, le Labor Market Initiative au Québec aussi. Donc, plusieurs réseaux. Puis, oui, c'est ça. Donc, on est quand même très actifs depuis les 10 dernières années. Puis, juste rapidement vous présenter un peu notre programme de recherche. Disons que on a la chance de pouvoir travailler avec différentes bases de données qui nous éclairent beaucoup sur notre compréhension du contexte dans lequel vivent les communautés de langues officielles. On a évidemment beaucoup de profils démographiques. On s'intéresse beaucoup avec les données du recensement aux différentes tendances. Donc, ce serait plus la partie à gauche de ce schéma. On a aussi, comme je l'ai mentionné, des sondages d'opinion publique que l'on a administrés dans les courants des dernières années. On a récemment fait un en 2018, au mois de mars dernier. On a aussi beaucoup d'informations sur les institutions. On a une base de données institutionnelle qui regroupe des institutions, évidemment, en lien avec notre mandat, le développement communautaire, culturel, à patrimoine canadien, mais aussi de différents secteurs variés. Puis on a aussi les groupes que le ministère finance. Puis au fil des ans, notre base de données remonte à 1991, 92, je pense. Et au fil des ans, on a financé énormément de groupes. Souvent, on pense qu'on finance toujours les mêmes groupes, mais au fil des ans, il y a eu beaucoup de groupes qui ont été financés par Patrimoine canadien. Puis on a un peu d'informations sur ces groupes-là. Donc, ça nous permet, avec les différentes collectes de données, de marier l'ensemble de ces données-là avec notre logiciel de cartographie qui est ArcGIS, afin d'avoir, avec les différents logiciels SAP, les logiciels du recensement, Miang 2020, SPSS pour les sondages d'opinion publique, base de données Access, une variété de sources de données qui, une fois mariées ensemble, nous permettent d'avoir une meilleure compréhension du contexte dans lequel vivent les communautés de langues officielles. Parmi les produits de recherche que l'on a fait récemment ou moins récemment, je porte à votre attention un court document sur la francophonie canadienne qui est utilisé entre autres dans les écoles, mais aussi auprès de la francophonie internationale. Quand je parlais des sondages d'opinion publique, la source que j'ai mentionnée ici est de 2006, mais le type de questions qu'on posait, c'était sur, tout dépendant du type de sondage que l'on faisait, mais on a eu des sondages qui s'adressaient aux minorités de langues officielles. Donc, par exemple, quel était le niveau de satisfaction générale envers les services offerts dans la langue de la minorité dans votre région, selon les différents secteurs suivants. Puis, pour vous donner un exemple, j'ai pris le Manitoba, pour lequel on avait un certain nombre de répondants minoritaires. Et on peut comparer les résultats du Manitoba avec l'ensemble des réponses des communautés minoritaires. Donc, on peut voir de façon régionale, là on prend la province, mais on peut voir de façon quand même régionale au pays des variations au niveau, par exemple, du niveau de satisfaction envers les services dans la langue de la minorité. Il semble que pour le Manitoba, la question des médias et des communications ne semble pas être une préoccupation en 2006, peut-être qu'elle l'est maintenant, mais au niveau des arts et de la culture, par rapport à l'ensemble des communautés de langues officielles, il semble qu'il y ait une plus grande préoccupation. Donc, c'est des lectures qu'on est capable d'ajouter à notre compréhension. Cette source-là est une source de sondage d'opinion publique. Quand on parlait des analyses de financement grâce à notre base de données sur les institutions, les groupes financés et évidemment notre financement à Patrimoine canadien, en 2009-10, on a répertorié l'ensemble des groupes qui avaient reçu du financement pour la programmation à travers le pays. Puis on a posé des questions. C'est un travail qui était quand même assez volumineux, mais on a demandé à nos agents en région de nous donner un coup de main, puis on a répertorié les différentes sources de financement. C'est-à-dire qu'un organisme peut être financé par notre ministère, mais peut aussi recevoir d'autres sources de financement. On peut penser par exemple à d'autres programmes du ministère qui est en rose là, sur la carte. D'autres ministères fédéraux, ça peut être aussi d'autres gouvernements, le gouvernement provincial de la province, et aussi avoir du financement privé. Ce qui nous permettait de voir dans quelle mesure le financement pour Patrimoine canadien, pour les organismes qui étaient financés au niveau de leur programmation, on avait une espèce d'effet de levier
quel organisme était davantage plus dépendant par rapport à notre financement. Des fois, c'est tout à fait normal, tandis que d'autres étaient capables d'aller chercher du financement ailleurs. Donc, une variété de sources de financement. Donc, ça, c'était très intéressant, puis ça variait un petit peu notre compréhension. Le fait de pouvoir aussi le mettre sur une carte comme ça permet aussi de voir dans quelle mesure l'ensemble du territoire ou les endroits où est-ce qu'on a une plus grande concentration francophone étaient plus ou moins bien desservis par les différents groupes. On a aussi fait plusieurs analyses de proximité pour voir dans quelle mesure, euh, en fait, il y avait une pénétration du marché, la population minoritaire. Dans le cas des écoles, quand on a fait nos analyses, on a essayé de voir dans quelle mesure la population vivait à l'intérieur d'une certaine proximité des institutions, donc dans ce cas-ci des écoles. Quand on regarde sur l'ensemble de la population canadienne, c'est près de 95% de la population minoritaire qui va vivre en situation où elle est à proximité, en dedans de 25 km d'une école de la minorité. Il y a des provinces que c'est pas 95%, c'est un peu moins, mais en général, ça donne une idée de la couverture et de la capacité, oui, c'est ça, d'aller chercher, d'aller offrir le service à la population. Si on avait des problématiques où est-ce qu'on était à 20% de la population qui était couverte, ben là, il faudrait probablement repenser notre approche. Les écoles, c'est un bon proxy aussi pour parler de communauté en tant que telle. On sait que les efforts qu'on doit déployer pour avoir une école dans notre communauté sont importants. Donc, une fois que l'école est présente, on a un noyau intéressant de densité de population, des jeunes évidemment, et ainsi de suite. Donc, le fait que nos populations vivent à proximité d'une école, c'est très intéressant. On souhaite que ce soit des proportions élevées, évidemment. Puis les endroits où est-ce qu'il y a moins de pénétration, on se rend compte que c'est souvent des endroits qui peuvent être isolés. Oui, Jérémy? Oui, je vais t'arrêter, Martin. On a un petit souci technologique. On m'a partagé dans le fond que les diapositives s'écrasent. Oh, mon Donc, Dieu, pour ça les doit gens être horrible. qui visionnent, oui, effectivement, la rendu est moins bien. On va sortir de la présentation, puis on vous revient dans quelques petites secondes. Désolé pour cet imbroglio-là. Je vais juste aller sélectionner. Ici. Excellent. On repartage à nouveau. Juste m'écrire dans la fonction chat pour me dire que le tout fonctionne. OK. Ici. Comme ça. Excellent. Est-ce que maintenant c'est mieux? Je vais demander à ma collègue Sérivan juste de me confirmer qu'on voit bien la diapositive par le chat. On voit toujours deux diapositives. OK. Martin, en fait, on vous a envoyé la présentation vers 11 heures ce matin. Je vous propose qu'on poursuive le webinaire comme le temps file. Mais c'est pas 2 minutes. OK. On va poursuivre le webinaire. Désolé pour cet inconvénient-là. Et puis, lorsque la présentation sera terminée, on revient, là, nous, à l'écran. Donc, on pourra là, rattraper peut-être avec la navigation en ligne. Puis on approche aussi de justement la navigation en ligne. Donc, OK, excellent. Excellent. Donc là, on est sur une diapo qui présente l'analyse de proximité. Comme j'ai dit, une très bonne couverture. Voir, peut-être qu'il faut y aller avec le... Ouais, c'est ça. Récemment, on a aussi produit une espèce de napperon, appelons-le napperon, avec différentes informations sur les langues officielles au Canada.
C'est un document qu'on utilise à l'interne, c'est un document qu'on peut partager, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Ça résume certaines informations sur les langues officielles au pays, donc c'est intéressant. Sur la plateforme, dans quelques minutes, on va voir certains des profils que nous avons mis à votre disposition. On a 4 grands thèmes: la démographie, la démolinguistique, le socioculturel et le socio-économique. Puis à l'intérieur de ces documents, on a beaucoup d'informations qui est présentée sous différents formats: graphiques, tableaux, cartes. Puis on a aussi une autre série de documents que l'on intitule les indicateurs composites de la vitalité. Ces documents-là sur les indicateurs de vitalité sont basés au niveau régional et comme on peut voir là, dans le petit encadré, on a pris Regina Moose Mountain. On y regroupe plus d'une centaine de variables dans lesquelles on essaie de mettre en contexte le plus possible les données en les comparant par exemple à la majorité, à l'ensemble des minorités de langues officielles, en comparant la minorité de langue officielle par rapport à elle-même à différentes dates, donc pour voir des tendances, des progressions. Puis on essaie de comparer les régions entre elles en utilisant un système de classement plus quintile. On pourra peut-être regarder un document plus en détail dans la plateforme. Et on peut aller directement maintenant à la plateforme. J'aurais mis ça en écran. Excellent. On est bon, on devrait voir la plateforme. Nettoyer ça ici. Et puis, dans le document que Jérémy vous a mis à votre disposition, vous avez le lien vers la plateforme dans l'avant-dernière diapositive. La dernière diapositive, c'est l'information pour nous contacter. Mais dans la dernière diapositive, l'avant-dernière diapositive, vous avez un lien vers la plateforme. Et la plateforme, on l'a organisée de façon, comment je pourrais dire, la plus simple possible, avec une interface où on présente l'ensemble du pays et de ses régions économiques. Il y a un peu d'informations contextuelles à gauche. Si vous descendez, là, je vais peut-être essayer de descendre dans cette section-ci. Vous avez un mini tutoriel qui vous explique un peu comment naviguer à l'intérieur de la plateforme. Puis, s'il y a certaines régions en particulier qui vous intéressent, vous pouvez naviguer avec les onglets pour aller de l'ouest à l'Atlantique. Disons qu'on va vers l'Atlantique, on va zoomer sur la carte. Puis, on a ajouté une série de villes, communautés qui peut remettre en contexte un peu, là, dire, ah ben moi je suis intéressé à cette région-là. Ah oui, ok, Bouctouche, Notre-Dame-de-Kent, c'est dans cette région-là. Je pense même qu'on peut s'approcher un petit peu davantage, mais pas trop par exemple. Sinon ça disparaît. Mais si c'est par exemple la région de Moncton, Richiboucto qui nous intéresse, vous allez voir que le dégradé de vert présente un peu la densité de la population pour cette région-là. Et vous remarquerez qu'à travers le Canada, ben, il y a des pochettes un peu qui se définissent un peu partout. Et c'est les endroits où on retrouve les plus fortes concentrations de population minoritaire. Si par exemple vous êtes intéressé à la région de Moncton-Richiboucto sur la plateforme, vous pouvez cliquer sur la région et il y a une petite fenêtre contextuelle qui va apparaître dans laquelle vous avez le nombre et le pourcentage de minoritaires dans cette région. Je sais que le format n'est pas super, c'est difficile de jouer avec, avec le format, mais disons qu'on a 85 000 personnes, puis ça représente 41,3% de la population. Et vous avez deux blocs. Le premier bloc, profil des communautés, puis le deuxième bloc, indicateur composite. Si vous êtes intéressé, par exemple, à la situation socio-économique de la région, vous pouvez cliquer sur l'hyperlien ici,
Donc, on va le faire ensemble. Lorsque vous cliquez sur l'hyperlien, ce n'est pas le document qui apparaît. Ça nous demande de cliquer encore. C'est un peu bizarre, mais c'est publication.gc.ca qui héberge les documents qui est en phase de transition. Donc, à un moment donné, ça va disparaître et ça va vous ouvrir directement le lien. Et puis, si vous cliquez, ben, vous avez un document PDF qui apparaît où on retrouve l'information sur la région, et dans ce cas-ci, c'est le profil du Nouveau-Brunswick, pour la région de Moncton-Richibouteau, qui se trouve à l'intérieur, évidemment, du profil du Nouveau-Brunswick. Et les données que l'on a utilisées, c'est des données qui datent de 2011. Donc, l'ensemble des profils qui sont présentés sur le document datent de 2011. Et vous avez une série évidemment de définitions, d'explications, et éventuellement, vous arrivez à vers les données. Donc, vous avez des tableaux de données, vous avez des graphiques, comme j'expliquais. Il y a beaucoup d'informations. L'information est détaillée de différentes façons. C'est une façon de voir les choses. Je pense que c'est utile pour certains. Ça devient un fardeau pour d'autres de passer à travers 88 pages d'informations détaillées sur la communauté. Mais disons que si il y a des gens qui cherchent l'information très précise sur une communauté, on peut retrouver cette information-là dans ces documents plus détaillés, disons. Je vais sortir de cette présentation-là pour retourner à la plateforme. Comme j'ai dit, il y a le premier bloc et le deuxième bloc, ensuite on a les indicateurs composites. Donc, on a de l'information pour la province, puis on a aussi de l'information pour chacune des régions. Ici, la région qui nous intéresse, c'était Moncton-Richibouteau. Donc, même chose, on a un document PDF que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur, imprimer à la rigueur si vous voulez. Et puis, même chose, un peu d'information contextuelle, puis ensuite on passe à l'information. Je vais juste, avant d'entrer dans le document, revenir encore une fois à la plateforme et vous indiquer qu'il y a deux autres documents qui sont associés aux indicateurs composites. Un document sur la méthodologie et un document sur les tableaux détaillés. Je pense que c'est important de le mentionner parce que plonger directement dans le document sans avoir un peu de contexte, c'est peut-être un peu plus ardu. Donc, au niveau de la méthodologie, on a mis sur une espèce de napperon, encore une fois, l'information qui vous aidera à parcourir à travers l'ensemble du document. C'est pas parfait. Évidemment, ce serait, en fait, c'est notre intention dans les prochaines semaines de non seulement mettre un tutoriel pour la plateforme, mais aussi mettre un tutoriel vidéo pour comment naviguer et interpréter les résultats. Ça ne s'applique pas pour tout, là, mais en tout cas de façon générale pour certains types de documents qu'on a sur la plateforme. Donc, je vous recommande fortement, si vous décidez de vous-même d'aller naviguer sur la plateforme, d'aller lire le document sur la méthodologie. Et d'autres documents, ce sont les tableaux détaillés. Vous remarquerez lorsqu'on regardera l'information sur les indicateurs composites qu'il y a très peu de données brutes. On essaie de mettre ça à un autre niveau et de comparer les régions entre elles. Donc, si vous êtes davantage intéressé aux données brutes pour chacune des régions, vous avez des tableaux détaillés écrits en petit, qui vous permettent de regarder, par exemple, pour le Nouveau-Brunswick, les différentes régions et les variables qui ont été utilisées pour construire des indicateurs composites. Donc, vous avez l'ensemble de l'information quand même assez bien détaillée, mais en petits caractères. C'est pas ma faute. Il y a des régions où il y a plusieurs... il y a des provinces où il y a plusieurs régions, comme au Québec, on va avoir 17 régions administratives. Ça fait que le tableau est plus grand. Si on veut être en mesure d'avoir quelque chose d'uniforme pour tout le monde, il faut mettre les caractères un peu plus petits. Mais on peut zoomer, puis ça va. Donc, on va retourner à les indicateurs composites, peut-être le document le plus achevé ou récent de ce que l'on a produit. Vous remarquerez que pour chacune des régions, on va avoir un truc d'information générale, donc il y a 83 000, 41,6, et ensuite pour chacune des dimensions que l'on a sélectionnées, disons, il y aurait pu avoir d'autres dimensions, on a aussi leur classement selon l'ensemble des régions, puis leur quintile. Ce qui permet de voir dans quelle mesure, par exemple, la région de Moncton-Richibouteau présente une plus forte
ou une moins forte vitalité que les autres régions au pays. Si on va sur l'acétate, je ne vois pas le numéro, là, mais c'est l'acétate suivant. 9, j'imagine, l'acétate numéro 9. On peut en un coup d'œil voir que selon les 9 dimensions que l'on a sélectionnées, puis on peut les nommer là, en passant, on a une dimension qui est la complexité géospatiale, donc dans quelle mesure la population elle est regroupée, dispersée sur le territoire, des genres de défis qu'on peut avoir liés à la géographie. Une sur la démographie, l'autre la démolinguistique, un aspect sur la diversité socioculturelle. On a en bas, c'est la socio-économique, vitalité socio-économique, la participation dans les industries et professions clés, la présence institutionnelle, la proximité aux institutions, puis finalement la présence des bureaux fédéraux, qui jouent quand même un rôle dans la vitalité, un rôle important dans la vitalité des communautés. Donc, en un coup d'œil, on peut rapidement constater que ça se passe relativement bien pour la région de Moncton-Richiboucto. Par rapport aux autres régions, elle semble présenter beaucoup de force dans sa présence institutionnelle, dans la vitalité de sa démographie, dans la faible complexité géospatiale, puis en même temps sa vitalité démolinguistique. Encore là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problématique ou d'enjeu à Moncton-Richiboucto, mais quand on la compare à d'autres régions du pays, elle se porte quand même relativement bien. Au niveau de la diversité socioculturelle, il y a d'autres régions qui présentent beaucoup davantage de diversité socioculturelle que la région de Moncton. Puis au niveau socio-économique, on voit qu'elle se situe à peu près au centre, dans le 3e quintile. Donc elle présente certains défis, puis quand même elle se porte mieux que d'autres régions. Pour nous, c'est important d'avoir ce, appelons-le diagnostic-là, parce que ça nous permet d'avoir des interventions ou de cibler davantage nos interventions par rapport aux régions selon leurs besoins ou selon leurs forces et faiblesses. Certains ministères pourraient être tentés d'intervenir dans des régions où il y a certains enjeux qui sont soulevés par rapport aux autres régions, tandis que d'autres ministères auraient des interventions qui seraient limitées dans certaines régions par rapport à d'autres régions qui auraient davantage de besoins. Donc, pour chacun des points de tarte, le document présente en format un peu plus détaillé. Je vais aller, mettons, au socio-économique parce que ça semble être un enjeu plus important pour la région de Moncton-Richiboucto. Est-ce que je suis rendu? Démolinguistique, socio-culturelle. Donc, vitalité socio-économique. Donc, une population ayant un faible statut socio-économique va être plus susceptible d'être privée de biens matériels, d'avoir accès à une éducation et une formation de qualité, dépendre davantage de transferts fédéraux comme source de revenus, probablement davantage de problèmes de santé, et plus enclines à quitter leur région s'il n'y a pas d'avenir économique ou éducationnel pour eux. Parmi les variables que l'on a retenues, il y en a plusieurs, elles sont à gauche. Elles se répètent dans une certaine mesure puisqu'on essaie de les mettre en contexte. Mais en gros, on retrouve là, des grands indicateurs selon le bas revenu, la population si elle était inactive au niveau socio-économique, le taux de chômage, le niveau de scolarité qui est faible. Vous voyez qu'il y a comme des proportions qui sont associées à chacun de ces indicateurs-là. La beauté de l'outil nous permet de pondérer certaines des variables qui sont utilisées. Dans notre calcul. Donc, on a davantage attribué de poids, par exemple, au taux brut de faible scolarité, tandis que, par exemple, la basse scolarité entre 96, la progression entre 96 et 2011 a un peu moins d'incidence. Donc ça se discute, ça se gère, et aussi ce qui est l'avantage, c'est que ça se contrôle à travers notre outil. Nous, on est allé avec ces choix-là, on a fait ces choix-là, mais c'est quelque chose qui peut s'adapter. Lorsqu'on regarde, par exemple, pour cette région-là, le côté socio-économique, on regarde les mêmes variables et puis on fait encore la même comparaison avec l'ensemble des régions du pays. Donc, si on regarde par exemple le taux de basse scolarité, qui est j'ai pas de pointeur, mais le premier indicateur en haut à droite, la région de Moncton-Richiboucto, comparé aux autres régions, fait preuve de moins de vitalité, donc son taux de basse scolarité est un peu plus élevé que les autres régions. Alors, dans l'ensemble, on voit que la dimension socio-économique était
ce sur quoi on devait peut-être jeter un regard plus précis quand on regardait le profil de Moncton Rishibukto. En allant dans la section vraiment la vitalité socio-économique, on voit un portrait qui est un peu, ça va dans les deux côtés, hein. Dans certaines catégories, on est défavorisé par rapport aux autres régions. Dans d'autres catégories, ça semble relativement mieux aller. Donc, la lecture de ça, comme je disais, ça doit faire l'objet non seulement, par exemple, de plus grande vulgarisation de notre part, mais aussi peut-être un mini-tutoriel à l'intérieur de la plateforme. Donc, c'est ce qu'on vise dans les prochaines semaines. Prendre un bon exemple, passer à travers avec les gens en faisant les vidéos. Comme ça, les gens vont avoir une plus grande facilité à lire le document. Donc, je vais conclure, je dirais, sur deux éléments de réflexion. La plateforme de diffusion est très utile dans la mesure où est-ce quand on a des PowerPoint, documents, PDF qui sont très volumineux, puis qu'on veut partager à un plus grand nombre de personnes, et que ça passe pas par les courriels, les sites FTP, les Dropbox de ce monde, tout ça, au gouvernement fédéral, c'est plus difficile d'utiliser ce type d'outils-là. Présentement, la plateforme, comme j'ai dit, les documents sont hébergés sur le site de publication.gc.ca. On regroupe l'information sur notre plateforme, donc c'est plus facile pour les utilisateurs qu'au lieu d'aller naviguer sur le site de publication.gc.ca puis essayer de trouver les documents, ils sont présents sur notre plateforme. Donc, on essaie de faciliter l'accès le plus possible à des documents qui sont souvent difficiles pour nous de facilement partager. Pas qu'on ne veut pas partager, mais souvent c'est les aspects plus techniques qui rendent ça plus difficile. Avec la plateforme, on pense qu'on a trouvé un bon filon avec lequel on peut facilement partager l'information avec l'ensemble de la population canadienne. Tout le monde y a accès. Ce n'est pas quelque chose qui est interne au gouvernement. Nous, on prévoit ajouter d'autres documents au fur et à mesure où est-ce que des documents sont disponibles. On prévoit aussi mettre à jour les informations qui datent de 2011. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on essaie de trouver une façon là, qui va être quand même assez rapide pour pouvoir communiquer l'information plus à jour. Mais le gros vraiment aspect positif, c'est qu'on est capable, avec cette plateforme-là, de diffuser l'information. Puis c'est vraiment ça notre but. Même si l'information semble dater un peu, au moins, elle est entre vos mains. Vous pouvez l'utiliser pour davantage comprendre quels sont les enjeux des différentes régions dans lesquelles vous travaillez peut-être ou vous vous intéressez. Donc ça, c'est vraiment l'aspect positif. Les aspects techniques, on peut travailler là-dessus, essayer de régler ça, améliorer le système, mais au moins d'être capable de transférer l'information, là, c'est vraiment déjà un aspect positif parce qu'on a eu beaucoup de barrières à l'intérieur du ministère, non pas d'un manque de volonté, mais d'un manque de capacité. Il y a beaucoup de questions par rapport à la sécurité, où est-ce que c'est hébergé, et ainsi de suite. Donc maintenant, avec ça, je pense qu'on a passé une de ces barrières-là. Je dirais que ce que vous allez voir avec la plateforme de diffusion, c'est la phase 1. On a vraiment l'intention d'aller avec une phase 2 le plus rapidement possible, mais on est encore en mode exploratoire, mais on a pas mal une idée de fait. On continuerait d'utiliser ou d'exploiter la plateforme d'Esri Canada comme c'est le cas pour la plateforme de diffusion actuelle, mais avec un niveau d'interactivité un peu plus élevé. C'est-à-dire que présentement, c'est très statique. Vous arrivez sur la plateforme, il y a une région qui vous intéresse, puis vous cliquez, puis là, vous avez accès à un certain type de document. Idéalement, ce qu'on aimerait dans la phase 2, c'est que vous puissiez avoir accès directement sur une interface à votre région avec des indicateurs de plus haut niveau qui vous permettraient d'avoir en un coup d'œil, un peu comme on le fait un peu avec les indicateurs composites, mais différents, là. Oui, c'est ça. Donc, d'avoir accès à votre région, à la région qui vous intéresse avec des indicateurs d'un peu plus haut niveau pour avoir vraiment en un coup d'œil quelque chose que vous pouvez utiliser aux choses de tous les jours, là, si vous avez à préparer des documents ou de la recherche sur cette région-là, d'avoir quand même de l'information de haut niveau sur la région qui vous intéresse. Là, en ce moment, il faut quand même fouiller un peu, passer à travers différentes pages, mais idéalement, on voudrait rendre la plateforme un peu plus interactive à l'avenir. Donc, ça, c'est notre prochaine étape. Rajouter des documents, mettre un tutoriel, puis passer à la phase 2 où est-ce que là, on pourra avoir un document un peu plus interactif, une plateforme un peu plus interactive.
Je m'arrête là et puis on pourra prendre vos questions là, pour le reste du temps qui nous est alloué. Excellent. Merci beaucoup, Martin. Encore toutes mes excuses aux participants et à Martin pour le petit conflit de présentation. Comme je le mentionnais, là, pour ceux qui se sont joints à nous peut-être un petit peu tardivement, c'est une première qu'on tienne le webinaire dans notre salle de réunion. Et puis, bon, des fois, ça amène des enjeux technologiques. Donc, toutes nos excuses pour cela. Et on est prêt à prendre vos questions. Il y a 3 options qui s'offrent à vous. La boîte de conversation, ensuite la fonction questions-réponses et puis on a aussi l'option de lever la main. À ce moment-là, je vous bascule de notre côté, puis vous pouvez vous adresser directement à Martin. Bon, je vois les questions qui foisonnent. Laissez-moi 2 petites secondes. OK, diaporama pas clair, oui. OK, on a déjà une question. Donc, quand seraient ou seront incluses les données de 2016? C'est une bonne question parce que en ayant la capacité maintenant de diffuser ou de disséminer les données à un plus large auditoire, ça donne la capacité aussi aux gens de réagir, de faire leurs suggestions pour améliorer les produits. Donc, il y a une période où est-ce qu'on veut quand même laisser la chance aux gens de réagir. S'il y a des choses qui sont vraiment pas claires, s'il y a des choses qui sont trop complexes, s'il y a des améliorations qu'on pourrait ajouter, on veut laisser le temps aux gens de pouvoir réagir par rapport aux différents produits qu'on a mis de l'avant. Les informations pour 2016 ne sont pas encore toutes colligées, ne sont pas encore toutes mises à jour, puis on ne serait pas prêt de toute façon à les diffuser. Donc, moi, la façon dont je voyais ça pour 2016, j'aimerais, moi, peut-être avoir la chance d'ajouter mes informations. J'aimerais peut-être avoir la chance de retirer certaines informations. En évoluant avec notre approche, on se rend compte qu'il y a peut-être des dédoublements, peut-être qu'il y a des données qui ne sont pas nécessaires. On peut les avoir. Est-ce qu'ils devraient faire partie de nos calculs? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas couvertes, qui devraient être couvertes? Donc, je dirais que pour 2016, ça prend quand même un certain ajustement. On ne veut pas seulement que reproduire ce qui a été fait. S'il y a des choses qui n'ont pas marché, on ne voudrait pas remettre ça de l'avant. On travaille en parallèle pour mettre à jour l'information qui est sous-jacente aux documents qu'on a présentés. Mais refaire tous les documents, même interface, même tout pour 2016, on n'est pas tout à fait prêt à faire. Je ne sais pas dans quelle mesure on voudrait le faire exactement de la même façon. Merci, Martin. On a une deuxième question. Planifiez-vous rendre la plateforme et ses documents disponibles en anglais? Tout document que l'on produit est disponible dans les 2 langues. Le lien, la façon dont la plateforme fonctionne, on ne pourrait pas mettre tout sur la même plateforme. Ça ne se ferait pas, là. Il faut avoir 2 interfaces. Donc, on a construit les 2 interfaces. Vous avez le lien vers la plateforme en français, mais on peut vous faire suivre la plateforme en anglais sans problème. C'est exactement la même chose, le même look and feel, mais on a l'information et les documents qui sont tous en anglais. Donc, oui, on pourra faire suivre après la présentation le lien vers la plateforme en anglais. C'est malheureusement, je pense que c'est pas juste changer la dernière lettre du lien pour F vers le E. Là. Donc, ça vaudrait la peine qu'on vous envoie le lien exact. Parfait, merci Martin. On a un auditeur qui a levé la main. Je vais prendre une question, puis après on va passer là, à l'auditeur pour le basculer avec nous. Donc, on a notre présidente de la Société Santé en français, Anne-Lise, qui nous demande, y a-t-il des moyens de faire des jumelages de banques de données pour avoir des informations sur la santé et l'accès aux services? C'est une question qui est intéressante parce que nous, pour des besoins... comment je pourrais dire, pour nos besoins généraux d'avoir une capacité de comparer les régions entre elles, puis les données entre elles, dans le document, on ne voit pas, là, mais on a préparé un document où est-ce qu'on explique certains des critères de sélection pour nos variables. Le défi qu'on a avec les données en santé, c'est qu'elles sont souvent colligées par région socio-sanitaire.
Et ce ne sont pas toutes les provinces qui ont les mêmes frontières géographiques au niveau de leur région socio-sanitaire et au niveau des régions qui sont utilisées via le recensement du Canada. Ce qui fait en sorte que pour certaines régions, il n'y a aucun problème. Vous avez l'information pour la région socio-sanitaire 1, c'est exactement la même région, même géographie que la région économique de Moncton et de Chiboucto. Facile d'intégrer les informations. Dans certains cas, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est un peu plus compliqué. Ceci étant dit, ça, c'est de l'information qui sera colligée au niveau des régions socio-sanitaires. Mais dans le recensement, il y a aussi, et dans d'autres façons, il y a d'autres façons de colliger de l'information pour la région économique, mais selon une perspective santé et bien-être social. Donc ça, oui, il y a des moyens. Moi, je pense par exemple aux travaux de défavorisation sociale qui pourraient... les variables, c'est des variables qui sont populationnelles. On pourrait les organiser par région économique, les ajouter dans la plateforme. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. On l'a aussi, dans une certaine mesure, au niveau de l'éducation, avec d'autres types d'indices qui sont développés, des favorisations socio-économiques et ainsi de suite. Donc, oui, il y a des grandes possibilités. Excellent. Et Martin, je me permets juste une petite parenthèse parce que, bon, je comprends un peu ce jumelage-là ou cette non-correspondance-là entre les zones, soit socio-sanitaires ou celles que vous avez pour les autres données, un peu à des limites. Est-ce qu'il y a d'autres données sur l'échantillonnage, par exemple au niveau de la taille? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a peut-être des villes ou des villages ou des zones sur lesquelles on n'aura pas les portraits dû à cause peut-être de la validité des données que vous aviez ou que vous étiez capable de colliger? Là? Oui, effectivement, il y a un seuil minimum pour certaines des questions variables qu'on a utilisées, puis un seuil minimum aussi au niveau populationnel, c'est-à-dire qu'il y a certaines régions qui, vous remarquerez dans le document sur les indicateurs composés, qui ont dit par exemple 57 régions sur 68. Mais dans l'autre variable, on a 56e région sur 72. C'est parce qu'il y a effectivement certaines régions pour lesquelles on ne pouvait pas diffuser les données à Statistique Canada, ce qui faisait souvent en sorte qu'on réduisait le nombre de régions. Mais en soi, ça n'influence pas vraiment le score final de la région. Mais oui, puis si par exemple, pour certaines données, on n'avait pas l'information, comme par exemple, on va parler de socio-économique, si on a 14 variables, si une région, malheureusement, on est capable d'avoir seulement 5 informations, 5 indicateurs, la région n'apparaîtra pas dans notre compte final. Donc, elle n'aura pas d'informations au niveau socio-économique parce qu'on n'a pas l'ensemble ou un certain seuil pour pouvoir atteindre un niveau de confiance assez élevé. Là. C'est une bonne question. Il y a certaines limites à ce qu'on est capable de faire à cause des tailles d'échantillons. C'est un peu la raison pour laquelle on est resté au niveau de la région économique, qui est un peu une région, une géographie un peu problématique dans la mesure où, parce que dans la même région économique, on peut avoir vraiment deux pôles importants de population. Mais c'est le choix méthodologique qu'on devait faire pour pouvoir avoir accès à une comparabilité entre les régions qui était la plus grande possible. Merci Martin. Je vais céder la parole à Madame Joëlle Désy qui avait levé la main là, pour poser une question. Donc, Madame Désy, la parole serait à vous. J'ai activé votre micro. On serait prêt à recevoir votre question. D'accord. Je vais prendre une deuxième question, Madame Désy. Peut-être en attendant, je vais retourner dans notre chat. Ah, bon, Madame Désy nous dit qu'on a déjà répondu à la question. Merci beaucoup. On a une question de Madame Frédérique Beaumont, qui est directrice générale du réseau de la Saskatchewan. Est-ce que vous pourriez vous déplacer à l'occasion en région pour faire des présentations en personne dans le milieu minoritaire? On a fait ce type de présentation-là il y a plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, là, c'est il y a plusieurs années. Là. C'est plus à l'entour de 2006-2007. On n'a pas vraiment eu l'occasion de retourner en région pour partager l'information. Ça serait idéalement une situation idéale. Là, ça serait une situation idéale. Mais je pense que pour des points de vue financiers et ainsi de suite, quand on a l'occasion d'aller en région, on va communiquer l'information, mais on n'a pas de possibilité vraiment de parcourir l'ensemble des régions. Ce qui est un peu
Dommage parce que notre ministre, elle, a fait beaucoup de tournées en région. On aurait pu Mhm. l'accompagner davantage. On essaie de la briefer au maximum avant qu'elle rencontre les gens dans le cadre du plan d'action, par exemple, de ses consultations sur le plan d'action. Sauf que nous, on espère qu'avec la plateforme et en la diffusant le plus possible, en mettant l'information dans les mains des utilisateurs, on ne fait pas en tant que tel une tournée des régions, mais au moins on permet à tout le monde d'y avoir accès. Et ça m'amène peut-être à une autre question, Martin. Bon, tu le mentionnais à la fin de la présentation, vous rendez disponible vos coordonnées. Quel type d'accompagnement vous pouvez offrir justement si, admettons, je suis un réseau de santé en français dans une des provinces qui se dit, bon, j'aimerais peut-être croiser certaines données de votre indicateur composite, puis, bon, j'ai certaines limites un peu dans la Oui. façon dont je peux jouer. Quel type d'accompagnement vous pouvez offrir? Nous, on est ouvert à tout. Le mandat principal de Patrimoine canadien n'est pas en santé, clairement, mais il y a d'autres partenaires qui sont mieux outillés que nous pour bien comprendre les enjeux en santé. Ceci étant dit, on pense qu'on a quand même une bonne lecture de l'ensemble de la vitalité de la communauté de par notre engagement dans la culture, notre engagement dans le développement communautaire, nos années successives de financement des réseaux. Donc, notre capacité de voir la présence institutionnelle en région, on pense qu'on a quand même un point de vue quand même assez intéressant au niveau général, donc d'accompagner diverses institutions, comme par exemple dans le domaine de la santé, pour les accompagner pour avoir une meilleure contextualisation de leur région ou de ça, on est en mesure, je pense, de le faire. Fait que nous, on est toujours ouvert à différents types de partenariats comme ça, oui. Excellent, merci. Il nous reste toujours du temps pour les questions. On a encore un bon 5 minutes, donc n'hésitez pas à échanger avec nous. Le chat, fonction questions-réponses ou encore lever la main. Moi, j'avais peut-être une autre question pour toi, Martin, en attendant les questions des participants. Au cours de la présentation, on a parlé de la production de documents. Ma question est la suivante. Bon, est-ce qu'il est possible de vous loger certaines demandes, certaines commandes pour la production de documents spécifiques ou... Est-ce que tu aurais un exemple en tête? Non, j'ai pas Non. d'exemple. J'ai pas d'exemple particulier. Je suis toujours un peu à l'échelle d'un appui qui pourrait être offert à Oui. un réseau de santé en français, là. Oui, ben nous, Ou un regroupement, tu sais, si admettons la société le jeune demande pour avoir des portraits. Si je pourrais le contextualiser en disant, tu sais, on a la fédération, la CFA qui produit des portraits Oui. des communautés francophones et acadiennes. Bon, si on souhaitait le bonifier, juxtaposer, peut-être ajouter un peu d'éléments, est-ce qu'il y a des collaborations possibles au niveau de la production de documents de ce type-là? moi, je pense que oui. Je pense que la façon dont on aborde les choses, c'est que pour l'ensemble des différents types de partenariats qu'on met de l'avant, c'est qu'on essaie d'avoir du donnant-donnant dans la mesure où est-ce que de bonifier un peu notre lecture, on est toujours ouvert à ça. Si par exemple, je sais pas, on parle d'institutions dans le domaine de la santé ou des types de services, vous avez une bonne lecture de ça, nous on n'en a pas, mais nous on a une bonne lecture de d'autres choses qui vous permettraient de mettre en contexte davantage ces types de services-là dans votre région. C'est du donnant-donnant. Donc oui, ça c'est toujours des partenariats qui sont intéressants à mettre sur pied. OK. J'ai peut-être une autre question pour toi au niveau de la production de sondages. Donc, c'est un élément qui s'est inscrit, je pense, en filigrane de vos travaux. Comment ça fonctionne, cet aspect-là? Puis d'où viennent les demandes? Oui, ben nous, je dirais qu'en général, au gouvernement fédéral, il y a eu un ralentissement, sans se le cacher, là, sous les années des conservateurs où les sondages d'opinion publique étaient moins fréquents. Puis la façon dont souvent ça fonctionne, c'est que il peut y avoir des partenariats pour des sondages à l'intérieur du gouvernement, je parle, où c'est le ministère lui-même qui décide d'entreprendre une enquête. Ça pourrait être un exemple. À d'autres occasions, ça pourrait être Santé Canada, par exemple, qui décide d'entreprendre une enquête et décide d'avoir une lentille très santé
Mais nous, peut-être qu'on pourrait s'allier comme partenaire junior, puis ajouter quelques questions ou un suréchantillonnage ou quelque chose d'autre pour avoir une meilleure lecture peut-être contextuelle des thématiques qui sont proposées. Donc, soit c'est un partenaire comme senior, c'est nous qui définissons le sondage. À d'autres moments donnés, ça va être des partenariats juniors, ou il peut y avoir des sondages omnibus. Ça fait très longtemps qu'il y a eu des sondages omnibus où est-ce qu'on a des séries de thèmes qui sont toutes posés. Il y a plein de partenaires, on met un petit peu d'argent, puis ensuite, c'est administré. Il y a un lead, mais c'est administré. Et puis là, on va chercher 2-3 questions ici, 2-3 questions là qui nous intéressent. Mais en général, peu importe le type de sondage qui va être fait par le gouvernement, ça va être des sondages qui vont être de très près liés à l'évaluation de nos programmes pour mesurer notre progrès. Donc, on est moins dans les sondages d'opinion sur des thématiques à vocation plus sociale. On est davantage orienté vers l'évaluation de programme. C'est souvent ça. Nous, on a quand même une capacité dans le domaine dans lequel on joue d'avoir des questions sociales qui nous intéressent, sur la vitalité des communautés, par exemple. Donc, on va quand même, à l'aide de nos sondages, aller sonder la population sur différents sujets qui sont peut-être un peu plus d'aspect sociétal que de l'évaluation de programme. Merci Martin. Je prends les 2 dernières interventions en finale. On a 2 petites minutes pour y répondre. Donc, on nous demande, collaborez-vous avec des chercheurs partout au pays? Puis, est-ce possible de vous soumettre des projets ou questions de recherche? C'est notre avant-dernière intervention. Puis la dernière, dans l'esprit de bonifier votre lecture, est-ce qu'il y aurait une occasion de mettre en parallèle la vitalité des communautés avec les déterminants sociaux de la santé? Pour répondre à Frédéric, oui, absolument. Moi-même, je regarde ça depuis quelques semaines parce qu'on a certaines dimensions qui ne sont pas nécessairement présentes dans nos lectures. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais explorer. Pour répondre à Anne, le ministère en tant que tel, à Patrimoine canadien, mais plus spécifiquement notre propre petite équipe, on travaille en collaboration avec certains chercheurs à travers le Canada et même à l'international. C'est vrai. Ceci étant dit, notre budget n'est pas très élevé pour pouvoir financer la recherche. Ce qui a été une des déceptions de mon point de vue à moi, puis du point de vue un peu de la communauté de chercheurs, c'est que le plan d'action sur les langues officielles n'a pas de budget attitré pour la recherche. Et puis, c'était une préoccupation pour nous dans la mesure où est-ce qu'on veut bien mesurer le progrès, donc à l'interne, mais aussi permettre aux chercheurs de bien exposer du evidence-based sur les enjeux et les priorités. Puis, malheureusement, c'est pas, malgré notre bon pitch de vente, c'est pas très jazzy, il faut croire. L'argent a été davantage octroyé pour la bonification, entre autres, de la programmation des organismes. Et d'autres initiatives, il y en a plein d'initiatives dans le plan d'action, mais pour la recherche, il n'y a pas eu vraiment de fonds dédiés. Donc, on travaille toujours avec nos mêmes petits budgets. Des fois, il va y avoir des petits contrats ici et là, mais on n'est pas un gros subventionnaire de recherche comme le CRSH, CRSNG peuvent être, malheureusement. Si ça avait été différent dans le plan d'action, on aurait été un joueur important, mais malheureusement, ça n'a pas été la décision qui a été rendue. Donc, oui, on peut toujours discuter. Puis souvent, la façon dont on le fait, c'est à travers des partenariats. On partage des données, on partage l'information qu'on a, on essaie de donner un appui conseil des fois quand on a peut-être un peu plus d'expertise dans un domaine que d'autres. En termes de financement de la recherche, on est limité. C'est limité. Merci, Martin. Écoutez, c'est tout le temps que nous avions qui est imparti pour le webinaire. Ça fait déjà 1 heure. Merci beaucoup, Martin, d'avoir accepté de venir. J'espère que c'est le début, justement, de notre collaboration. Moi, je pense que ça a super bien été dans la présentation et généralement, ça augure bien pour la suite. Je vous ai partagé le lien d'évaluation dans la boîte de conversation. Merci de prendre 2 petites minutes pour le compléter. Ça nous aide, nous, à améliorer nos webinaires. Pour vous inscrire à la liste des activités ou encore à l'infolette, info@santéfrançais.ca et bien entendu, tous les webinaires et présentations sont mis en ligne donc sur notre site internet de la SSF. On a un onglet webinaire et c'est aussi disponible sur le portail Savoir Santé en français. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.